Noël, il sabotait même notre soirée en mettant des clous dans la prise pour faire sauter les fusils. Je me souviens qu'une fois, il avait donné un peu plus d'argent et maman a dit, bon, ben, les enfants ont besoin de manteaux. Je me souviens, moi, avoir été acheter un manteau avec maman et mes sœurs et frères des chaussures. Et quand il a vu ça, il a dit, puisque tu les gaspilles, tu n'en auras plus. Mon père, au sein de la famille, c'était quelqu'un d'autoritaire et en même temps sans autorité. Il m'a terrorisée toute ma vie. C'est quelqu'un qui, en même temps, n'était pas efficace et en même temps usait de sa force, de sa position pour imposer des choses. Bienvenue, chère divinité, aux actualités hors matrice. Et oui, des actualités, c'est des émissions de côté spéciales, que c'est le personnage qui vous parle un peu. Et dans cette émission, c'est autre chose. C'est une actualité d'écoute de fin de soirée, de passe-temps. Vraiment que j'ai trouvé très intéressant, malgré tout. Vous allez voir que c'est des témoignages d'une famille. Sont 14 enfants, dont le père était manipulateur, on va dire ça comme ça. C'est une histoire vécue, tout à fait vraie, avec beaucoup de détails. Je vais revenir avec vous sur l'emprise qui possédait cet homme. Il y avait une emprise démoniaque, d'après moi, et que ce type, je peux pas, c'est ça là, je peux pas, c'est avec nous ça, ces personnages-là, c'est dans notre société, je peux pas croire que il est avec nous, il existe. C'est ça, c'est ce genre de personnages-là que je comprends maintenant pourquoi ils sont comme ça. C'est la première fois. Alors, je vais revenir sur ce sujet car à la fin de l'écoute avec vous, parce que c'est vraiment poignant. C'est vraiment, puis de plusieurs aspects en plus. Cet homme dérangé. On va dire ça comme ça. Moi, je reste dans une neutralité et je reviens avec vous pour discuter de tout cela. Bonne écoute et à bientôt. Samedi, 11h du soir. Madame Remond arrive chez elle. Elle est inquiète. Pourquoi Louis Detis, son voisin et amant, n'est-il pas venu la chercher à la gare, comme prévu? Dans un instant, elle va savoir. On nous demande de nous rendre à la rue Auguste Scoï pour un décès. C'est un décès, ce qu'on appelle une mort violente. Et à notre arrivée, nous sommes en effet accueillis par la dame qui loge dans les lieux. Qui nous explique que c'est son voisin qui est décédé, mais qu'il est décédé dans la partie de son habitation. Elle nous emmène jusque l'étage où là nous constatons la présence de son voisin, lequel est décédé, penché sur une citerne. L'intéressé a perdu énormément de sang, il y a une grosse flaque de sang autour de lui. Et il présente un trou dans la carotide. Le médecin légiste, lui, est allé dans la gorge même et m'a demandé de l'éclairer avec ma torche. Et là, à un certain moment, il se rend compte qu'il y a des morceaux de plomb dans la gorge. Des plombs de chevrotine. On en retrouve près de cette citerne d'eau. Un curieux dispositif semble être placé dans le panneau de bois, là où a été découvert le corps. Accident, suicide ou meurtre, les policiers hésitent. Ils cherchent des indices. Ils décident de passer la maison au peigne fin. Ils ne savent pas encore à quel danger ils s'exposent.
se rentre dans le fond de la pièce où il y a la porte de garage. Et là, on constate qu'il y a une table avec des pommes dessus et un gros coffre qui est tourné, l'ouverture vers la table. Donc impossible d'ouvrir par devant. Je le saisis de part et d'autre et j'ouvre le couvercle. Et au moment où je penche ma tête pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il y a 2 déflagrations, 2 flammes de chaque côté de ma tête et la lumière se coupe. Il y a eu cette explosion et on s'est retrouvés tous les deux plongés dans le noir. Je me dis, oh le vieux, il a foutu des pétards dans le coffre et... Enfin, je prends ça pour une mauvaise blague, quoi. Moi, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une explosion, qu'on n'avait plus d'éclairage. Donc pour moi, c'était pas des pétards, il y avait eu quelque chose de plus sérieux. J'ai regardé au plafond et j'ai vu qu'il y avait 2 impacts dans le plafond. Je dis à mon collègue, écoute, on ne touche plus à rien. J'ai prévenu le magistrat et je lui ai expliqué ce qui s'était produit. On est probablement tombé sur des pièges et on demande l'appui du service de déminage de l'armée. Aux premières heures de ce dimanche 5 octobre 2002, une équipe du service d'enlèvement des engins explosifs quitte la caserne de Merdal, près de Louvain. Destination Pont-de-Loup, près de Charleroi. L'adjudant-major Baudard ignore qu'il se lance là dans la mission la plus complexe et risquée de sa carrière. On cherche d'abord notre contact, qui est le policier qui a fait fonctionner le coffre. Oui, ça va. Donc vous êtes passé par la cuisine ici, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vous suis. Et dès cet instant, donc on commence l'enquête avec lui. On lui demande par où il est passé. Donc on cherche le chemin du terroriste. C'est-à-dire que si le policier est passé à un endroit, ben nous on peut y passer aussi. Voilà, comme si on est allé vers le fond de la pièce, on n'a retouché à rien d'autre. On regarde le coffre sous toutes ses coutures, en dessous, etc. pour voir si on peut aussi le manipuler. Et donc quand on l'a ouvert, on peut voir le mécanisme et déterminer qu'il a fonctionné avec de la chevrotine. Ça, on voit l'impact au plafond et que le mécanisme a bien fonctionné parce que les 2 tirs étaient concentrés. À l'endroit où le corps a été découvert, c'est la surprise. Il y a un double piège parfaitement dissimulé. 2 tubes capables de tirer des cartouches de chevrotine. Nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup plus de pièges parce que ça sort de la normalité. On a une maison complète avec son annexe qui est piégée. Donc on dit là, maintenant on est parti pour toute la maison. Chez nous, ce dramatique fait divers à Ezoprel, un homme désespéré qui avait piégé son habitation a été victime de l'un de ces pièges. J'étais dans la voiture et pour aller à Pont-de-Loup et j'entends un octogénaire abandonné de ses 14 enfants s'est suicidé. Je dis mais c'est pas vrai, on ne l'a jamais abandonné, on l'a fouillé. C'est quand même fort différent. Quand nous rencontrons Jeanne de Ty, nous avons surtout demandé qu'elle nous raconte la vie qu'elle avait eue avant avec Louis de Ty, quel type de personne c'était, est-ce que c'était un vicieux, est-ce qu'il était violent, méchant, méticuleux. Donc nous avions besoin de faire un profil psychologique de Ty pour savoir à qui nous avions affaire. Louis de Ty, presque 80 ans, est un ancien technicien ajusteur. Divorcé, il est le père d'une famille nombreuse, très nombreuse. 14 enfants, 10 filles et 4 garçons. Son ex-épouse, Jeanne, était une mère courage, disent les enfants, tout entière dévouée à sa très grande famille, malgré un époux très autoritaire. Maman, c'est une personne qui a été élevée dans une famille catholique et la pilule n'existait pas, donc il y avait des règles à observer et à suivre. Mais un jour, je l'ai entendu dire à une tante, c'est pas d'avoir beaucoup d'enfants qui est embêtant, parce que bon, je les ai et je les aime tous, mais c'est de ne pas avoir d'aide de la part de mon mari et d'avoir des bâtons dans les roues. Dans la maison piégée, les démineurs avancent pas à pas. Face au danger, ils adoptent une technique utilisée sur les scènes de guerre, comme en terrain miné. En milieu hostile, en milieu piégé, on doit
progresser très lentement et on doit être aussi sûr d'avoir tout examiné. On avance par 30 cm et on prend la méthode des 12 heures. On appelle ça, donc on regarde de ses pieds, on fait 12 heures autour de soi. Donc on regarde vers la gauche, le haut, la droite et on regarde ses pieds et puis on avance d'un pas. Dans ce cas-là, le temps n'a pas d'importance. On doit avancer, mais on doit avancer en sécurité. À proximité du coffre piégé, les militaires découvrent un vieux fusil de chasse. L'objet est plus que suspect. Ici, on a le fusil qui était derrière l'armoire, dans la cuisine. Alors, tu vois, il est attaché. Quand nous regardons ce fusil de chasse, nous voyons dans le bas un fil de pêche, un peu épais, mais très bien dissimulé. Et ça, on se dit, bon, maintenant, on sait qu'on a un piège. Pourquoi? Parce que le fil de pêche ressemble exactement à ceux qu'on a trouvés sur les autres pièges dans la chambre en haut. Le fusil et le fil de pêche actionnent sans doute un piège, mais rien n'est visible. Les démineurs décident de déclencher le dispositif à distance, au moyen de crochets, de cordes et de poulies. On y est, on est prêt. Vas-y. Attention. Et quand on revient sur place et qu'on voit le mur qui est donc abîmé, on voit un trou et on voit en face de la chevrotine dans le mur. Et on dit, bon, maintenant on sait que c'est ça qui a tiré. On savait que ce ne serait pas le fusil parce que les chiens étaient rabattus, mais on voit qu'il y a autre chose. Et c'est dissimulé dans le mur. Et ça, on ne s'y attendait pas. L'explosion du piège fait apparaître un dispositif machiavélique placé à l'intérieur même du mur. Nouvelle surprise, à l'arrière de ce mur, on découvre un autre piège prêt à sauter à la moindre manipulation. Le piège que nous avons découvert était mortel. Tous les pièges étaient mortels parce qu'ils ont été dans leur globalité calculés pour toucher la tête. Et c'est là où on a réalisé l'importance et le danger des fouilles dans cette habitation, c'est que la dissimulation était très poussée. Deuty a réalisé des dispositifs complexes avec un matériel simple, disponible dans le commerce. Des tuyaux de plomberie, des tiges, des ressorts, assemblés en fonction du genre de piège. Piège à chute, à basculement, à compression. Le tout ajusté et lubrifié avec un soin maniaque. Deuty, le redoutable bricoleur, avait aussi une notion très personnelle du budget familial. Pour les besoins du ménage et des 14 enfants, il versait la moitié de son salaire à sa femme. Tout le reste, il le gardait pour lui. Quand mon père n'avait pas le dîner à midi, eh bien, il allait au restaurant. Et au restaurant, il faisait bombance. Et puis cet argent qu'il avait dépensé pour le restaurant, il le reprenait sur la paie qu'il avait donnée à maman. Même à Noël, il sabotait même notre soirée en mettant des clous dans la prise pour faire sauter les fusils. Je me souviens qu'une fois, il avait donné un peu plus d'argent et maman a dit, bon ben, les enfants ont besoin de manteaux. Je me souviens, moi, avoir été acheter un manteau avec maman et mes sœurs et frères des chaussures. Et quand il a vu ça, il a dit, puisque tu les gaspilles, tu n'en auras plus. Mon père, au sein de la famille, c'était quelqu'un d'autoritaire et en même temps sans autorité. Il m'a terrorisé toute ma vie. C'est quelqu'un qui, en même temps, n'était pas efficace et en même temps usait de sa force, de sa position pour imposer des choses. Les démineurs poursuivent leurs recherches au rez-de-chaussée. Ils découvrent un nouveau piège sous la forme d'un pistolet de marque Glock. Juste en face du fusil de chasse, il y a l'entrée vers la cave et là on voit un Glock. Dans notre métier on appelle ça un incitant. C'est un objet qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de prendre. Et bon, on fait notre méthode de recherche et on voit là aussi un fil. La moindre manipulation de ce pistolet actionne un piège sous forme de 2 canons chargés de chevrotine. C'était un piège mortel qui était dans le même processus que tous les autres pièges calculés pour toucher la tête. Donc il n'y a pas d'alternative, la mort était en face. C'était un homme avec un caractère bien trempé.
Je pense qu'il ne fallait pas ennuyer Louis Doty. Quand il demandait Madame Lambeau, pourriez-vous demander à Monsieur Lambeau de couper la haie, il fallait que ce soit fait dans les jours suivants. Il aimait imposer sa loi, il fallait, voilà, lui il pouvait faire ce qu'il voulait, mais pas les autres. À force de faire sa loi, Louis Doty va avoir des ennuis avec la police. Dans les années 80, il sera soupçonné d'avoir incendié un panneau publicitaire qui lui masquait la vue. Il m'a dit, Monsieur Marie, je vois bien quel genre de policier vous êtes tenace, vous faites bien votre boulot, mais, me dit-il, à ce moment-là, il a pris appui sur le bureau et il m'a bien encadré avec son regard qui m'a transpercé. Il m'a dit, moi, Monsieur Marie, j'ai connu la Gestapo. Et vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. La manière dont ça a été prononcé et la manière dont il m'a regardé à ce moment-là n'a laissé aucun doute dans mon esprit. Ce type ne dirait rien. Il a passé la nuit au cachot, sur une planche. Voilà, je m'attendais à trouver un monsieur meurtri. Là, il m'a un peu nargué, puisque quand je suis arrivé, moi, frais et dispo, il était debout, les mains accrochées au barreau, et il m'a dit, Monsieur Marie, vous avez bien dormi, parce que moi, ça a été, quoi, hein, voilà. Deuxième attitude qui m'a fait comprendre, si besoin en était encore, que j'avais affaire à un personnage hors du commun. Au deuxième jour de recherche, les militaires ne sont pas encore au bout de leur surprise. En examinant le meuble de la pharmacie de la salle de bain, ils découvrent un dispositif suspect. Une fois encore, Louis Doty a utilisé un fil de pêche. Là, on emploie le système d'ombre. La torche grossit les ombres et on peut voir le fil comme ça sur le mur et par brillance. Le meuble aurait pu faire écran par rapport à l'axe de tir, et Doty avait calculé la longueur du fil de butée de telle façon à ce qu'on ait déposé le meuble sur le côté, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus dans l'axe du canon avant que la traction se fasse sur le piège. Donc dans ce cas-là, encore la tête était visée et il n'y avait plus d'obstacle dans l'axe de tir. Pour réaliser ce piège, Louis Doty, malgré son grand âge, a fait preuve d'une grande habileté physique et aussi de beaucoup d'ingéniosité. Il faut dire qu'il a du savoir-faire, cet ancien ajusteur de chez Solvay à Couillet, le berceau du géant chimique belge. Doty, toujours bien noté dans son travail, participe aussi à des matchs de football entre collègues. Des collègues qui garde de lui le meilleur souvenir. Louis était quelqu'un de compétent, jamais un mot plus haut que l'autre, ne rouspétait pour rien, intelligent, parce qu'on pouvait parler un peu de tout avec Louis. Donc c'était très très bien, c'était le collègue de travail, entre guillemets, parfait. À un moment de son existence, il avait la cinquantaine à ce moment-là, Louis a réalisé son rêve d'enfant. Celui de piloter. C'est un pilote qui maîtrisait très bien son engin. Quelquefois, on survolait la maison d'un des passagers qui était là-bas, il venait et il partait en piqué et ensuite il remontait. Donc, bon, il le faisait une fois ou deux, quoi, mais sans mettre en danger qui que ce soit. Il s'est inscrit à des cours de pilotage, il a fait de l'aviation, il s'est inscrit à des cours d'anglais, il s'est inscrit à... il écoutait de la musique classique, il allait au théâtre, enfin il faisait des choses qui ont quand même un certain bagage intellectuel, mais pour montrer ce qu'il était. Il ne s'est pas intéressé à notre savoir, mais il a essayé de montrer son savoir. Il était jaloux de notre réussite intellectuelle, sociale, notre débrouillardise. Il était jaloux. Au troisième jour, les militaires ont déjà découvert plus de 10 pièges. C'est alors qu'ils tombent sur un dispositif encore plus redoutable. Doty a piégé la télévision. Tout est dissimulé à l'intérieur de l'appareil. Quand nous avons découvert cette TV, elle était enclavée dans une armoire.
Et elle était préparée de telle façon qu'on doit la tourner pour l'aligner vers le fauteuil qui est dans la chambre ou vers le lit. Et on a tiré la TV à distance et on a fait fonctionner le piège et qui a tiré donc dans la direction que nous avions déterminée. Quand nous sommes revenus sur place pour constater les dégâts, on a vu alors dans le bas de la TV, au niveau du haut-parleur, que le canon apparaissait. C'était un système de chute verticale avec action horizontale. Donc il y avait tout un mécanisme assez compliqué à l'intérieur pour envoyer l'effet mécanique. Louis Doty, un personnage hors du commun. Père de famille très nombreuse, mais aussi et surtout seigneur et maître de tout ce qui se trouve sous son toit. Un véritable tyran domestique. Quand maman était enceinte d'une de mes sœurs, eh bien, il lui a confisqué la voiture. Et elle est allée conduire les enfants avec un vélo. Elle avait des jambes énormes à cause de sa grossesse, mais mon père passait avec la voiture vide. Je vous en raconterai tant et plus. Un de mes frères, qui était plus jeune, n'avait pas voulu essuyer ses pieds et je ne voulais pas qu'il rentre alors que je venais de nettoyer la maison. Et il est arrivé et il m'a dit « Pourquoi est-ce que tu ne laisses pas entrer ton frère ?» Je dis « Il ne veut pas essuyer ses pieds, moi je viens de nettoyer la maison. » Il m'a répondu « De toute façon, vous n'êtes bonne qu'à ça. » Et alors, c'est la première fois que là, je me suis insurgée devant lui en disant « Tu m'emmerdes. » Et je suis partie. Mais là, je vous assure, j'ai ramassé une danse que je m'en souviens encore. Il a été violent avec, par exemple, des claques, des coups de pied, mais aussi des coups de ceinture sur nos jambes et côté boucle. Donc si c'était pour nous intimider, il aurait pris l'autre côté, mais côté boucle, c'était quand même pour faire mal. Mais alors il y avait une autre violence chez lui. Parce que vous savez, une main, ça peut caresser et ça peut frapper. Mais il y a des caresses qui sont pires que des claques. Et chez lui, il y avait des caresses comme ça. Et ça, aucun sparadrap ne peut couvrir cette blessure-là. Au 4e jour, on découvre encore et toujours des pièges. Et lorsque les démineurs examinent le fût contenant des bûches, ils doivent redoubler de précautions. Tout est suspect avec Doty, donc le fût, on le vide avec un moyen mécanique à distance. J'ai enlevé les bûches. Pour la première bûche, pas de problème, deuxième, troisième, etc. Lorsque j'ai enlevé la bûche qui faisait fonctionner le système, je n'ai senti aucune résistance, le mécanisme était bien rodé. J'étais à distance, mais j'ai quand même senti le vent chaud du tir de calibre 12 passer devant moi, donc ça m'a quand même fallu de peu. Il a vraiment failli me tuer, oui. Face à un père pervers et violent, les enfants quittent peu à peu la maison. La maman se retrouve seule, confrontée à un Doty de plus en plus menaçant. Un jour, maman nous a dit qu'elle ne voulait plus rester, qu'elle avait peur pour sa vie, parce qu'elle avait vu un fil qui avait été tiré dans les escaliers, et que si elle ne l'avait pas vu quand elle est descendue le matin, eh bien, qu'elle se serait levée de la nuit et descendue, elle serait tombée, parce qu'elle ne l'aurait pas vu, quoi. On lui a dit, écoute maman, si tu ne t'en vas pas à pied, tu vas partir dans une boîte. Donc on est là pour t'aider, et aussi bien matériellement que financièrement, et nous sommes là, donc il faut que tu t'en ailles, quoi. Avec l'aide de ses enfants, la maman quitte définitivement la maison de Pont-de-Loup. Un départ surprise. Louis Doty se retrouve seul. Mais très vite, il va se mettre en ménage avec Madame Remond, une de ses vieilles connaissances. Il est arrivé une dame
dont il disait que c'était sa locataire. Il avait loué une partie de la maison à une dame, donc voilà. Et je les voyais souvent venir jouer au Scrabble dans la serre le soir ou en fin d'après-midi. Ils prenaient leur repas ensemble dans la serre, mais sans plus. Les enfants de Louis Detis vont accentuer la pression sur leur père en le coinçant pour adultère afin que leur mère obtienne un jugement de divorce favorable. Ils vont le poursuivre jusque dans un camping de la côte armé d'appareils photo. J'avais mon frère et ma sœur qui étaient de l'autre côté de la rue qui filmaient le camping et qui avaient appelé la gendarmerie pour aller prendre mon père en adultère. Donc dans ce camping et ces vacances, elles se passaient à 3. Se passait avec mon père, son ami et la fille de son ami qui n'avait pas 18 ans. Et vers 5 heures du matin, les gendarmes sont allés dans la caravane pour constater l'adultère. Et quand il a vu ça, mais il a sauté dans le lit de la fille pour ne plus être avec la mère. Mais c'était encore plus grave puisque la fille n'avait même pas 18 ans. Mais enfin bon, comme les gendarmes avaient quand même vu qu'il avait fait ça, ils l'ont pris en adultère par rapport à la mère et pas à la fille. Pour avancer dans leur travail, les démineurs sont à la recherche d'informations. Et il y en a peut-être dans la serviette que la maîtresse de Detis a emportée le jour de la découverte du corps de son amant. Si celui-ci venait à mourir, elle avait ordre de ne la remettre à personne. Les enquêteurs vont essayer de la faire parler en vain. Madame Remond était la compagne de Louis. Et donc, il fallait l'inciter à nous remettre cette mallette. Cette dame s'est avérée têtue. Manifestement, elle ne voulait rien dire. On y a mis toute l'énergie qu'on pouvait, compte tenu quand même que c'était une dame aussi relativement âgée. On l'a incité, on a travaillé en essayant de lui faire comprendre qu'on voulait préserver la vie d'autres personnes, mais rien n'y a fait. Elle s'est enfermée dans son mutisme et on n'a pas pu obtenir les renseignements qu'on attendait. Louis Detis avait une telle emprise sur Madame Remond que malgré son décès, elle lui obéissait encore. Elle était comme subjuguée par cet homme hors du commun. Et ce n'est que 5 jours après sa mort que sa maîtresse remettra la serviette aux enquêteurs. À l'intérieur, c'est la surprise. On trouve de nombreux papiers décrivant les pièges et leur fonctionnement. Il y a aussi le nom des pièges, sous forme d'énigmes. Quand on nous remet la valise avec les différentes énigmes, on fait tout d'abord un tri. On reçoit des plans aussi. Et là, on élimine progressivement tout ce qui se rapporte à ce que l'on a déjà découvert. Alibaba, ça je sais pas encore ce que c'est. Par contre, 2, ça doit vouloir dire 2 canons, certainement. Ici commence un long travail de déchiffrage. Alibaba. Donc ça c'est le coffre surprise Alibaba. Sésame, ne t'ouvre pas plus de 23 cm. Assez pour le bras d'Alibaba, pour visser les goujons. Le chat à 9 queues a son nombril bouché par un bouche-trou. Le chat à 9 queues, cela correspond au pistolet Glock placé au-dessus de l'escalier de la cave. Le pistolet était noir comme un chat et les 9 balles, 9 queues, donc là je me dis tiens c'est une certaine évocation. Le canon de la Parmentière peut recevoir la clé du trou noir. Donc la Parmentière, c'est la pharmacie qui se trouvait dans la chambre de Detis. La Parmentière se rapporte en fait à Monsieur Parmentier, le pharmacien du quartier. Il nous reste quelques pièges à découvrir. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'endroit. Donc on sait qu'on va avoir tel type de mécanisme, mais on n'en sait pas plus. De nombreuses énigmes trouvent une solution, malgré des intitulés très alambiqués. D'autres énigmes restent mystérieuses. C'est au même moment que l'on reparle d'un conflit qui a opposé Detis à ses enfants et qui est à l'origine de sa haine meurtrière. À savoir, le sort de la vieille mère de Detis,
la propriétaire effective de la maison occupée par Louis de Ty. Il n'était pas content que sa maman vive encore. Le médecin avait dit que ça ferait une centenaire. Il a dit « Oh non, pas ça ». À l'époque, Louis de Ty a prétendu à son avocat que son seul souci était le bonheur et la santé de sa maman menacée par ses petits-enfants. Il voulait surtout protéger sa mère. Il avait peur que sa mère devienne en quelque sorte l'otage des enfants. Sa mère qu'il voyait un peu décliner au niveau de ses capacités de gestion et il m'avait demandé d'intervenir à ce niveau-là. Mon père faisait passer ma grand-mère pour folle. Et il a fait venir médecins, psychologues, psychiatres, et tous ont dit que ma grand-mère avait toujours bonne tête et qu'il n'y avait pas de souci. Elle répondait bien à tout, elle savait qui elle était et qu'il n'y avait pas de question de la mettre dans un établissement. Pour échapper à son fils, la grand-mère sera hébergée par ses petits-enfants. Elle découvre alors qui est vraiment Louis de Ty, les violences sur sa femme et ses enfants ou l'argent qu'il garde à son seul profit. Pour punir son fils, la vieille maman décide de vendre en cachette à sa petite fille Jeanne la maison qu'occupe Louis de Ty. Le voilà déshérité. Mais une autre surprise l'attend déjà. Nous lui avons fait payer un loyer puisqu'il occupait la maison et que moi j'avais pas acheté pour lui, hein. J'avais acheté, pas pour lui faire plaisir à lui, pour faire plaisir à ma grand-mère et qu'elle sorte un petit peu de ses magouilles. Donc lui, là, il s'est trouvé piégé. Lui, se sentant propriétaire de son bien, se retrouvait à l'âge qu'il avait, c'est-à-dire après sa retraite, devoir payer à ses propres enfants une location du bâtiment. Donc je pense que ça l'a terriblement marqué et ça, je pense qu'il n'a pas supporté. Tout son schéma de vie est cassé petit à petit avec un isolement de plus en plus grand. C'était un homme brisé lorsque vous l'avez rencontré? Totalement brisé, mais déterminé à faire triompher quand même ce qu'il considérait comme étant ses droits. Ses droits et sa vengeance. Piéger la maison et tuer ses enfants le jour où, après sa mort, il viendrait, croit-il, fouiller pour trouver de l'argent. La logique de Ty, c'était bien évidemment tout ce qui pouvait rentrer dans la succession sera piégé. La famille nous a bien aidés parce qu'elle nous a expliqué qu'à l'époque, l'argent qu'on avait mis de côté, on le mettait à la cave. Et dans son esprit, ils vont de nouveau chercher à la cave où est l'argent. Quand on descend dans la cave, il y a un tapis sur un sterput. Donc on voit simplement le tapis. Et quand nous l'examinons, on a pu voir un tout petit bout minuscule de fil de pêche. Et c'est ça qui nous a donné la puce à l'oreille. À distance, les démineurs vont hisser la grille et découvrir un canon prêt à tirer. De Ty va tout faire pour que la vente de sa maison soit annulée. Sa rage va se déchaîner contre le notaire qui a passé l'acte. Armé de sa plume, voilà qu'il hurle à l'injustice et en appelle à la reine Fabiola, à Amnesty International, le parti écolo, les libéraux et surtout le parti social-chrétien, auquel il promet 1 million de francs belges si on règle son problème. Ma mère, alors âgée de 92 ans, a été enlevée et séquestrée par mes propres enfants qui, avec l'aide de notaires, lui ont fait signer tout ce qu'ils ont voulu. Résultat, elle a été dépouillée de ses biens, et moi aussi par la même occasion, étant son unique héritier. Vraiment une idée fixe. Il écrivait au procureur, je crois qu'il avait écrit au palais. Vous savez, à l'époque, s'il avait eu l'adresse de Boutros Ghali ou de Jean-Paul II, je crois qu'il leur aurait écrit également. Vraiment, des gens que nous autres, dans le milieu judiciaire, nous craignons un petit peu. De Ty va ensuite se tourner vers l'abbaye de Maretsu pour qu'elle use de son influence sur les magistrats de sensibilité chrétienne. Mais les choses n'avancent guère. Louis de Ty passe alors à la vitesse supérieure. Il écrit directement au procureur du roi de Charleroi. Il lui dit qu'il fera justice lui-même. Pourtant, à l'époque, très peu de personnes le prennent au sérieux. Ils ont tort.
Il m'a confié certaines choses par rapport aux problèmes qu'il avait avec ses enfants. Et dans la conversation, il m'a dit je les tuerai, Madame Lambeau. Alors je lui ai dit, ben non, vous n'allez pas faire ça, bien sûr, hein, mais parce que jamais je n'aurais cru que, on peut dire ça quand on est fâché, mais jamais mettre à exécution ses projets. Face à un Deuty déterminé et imprévisible, les démineurs butent sur une énigme particulièrement mystérieuse. Elle dit « Les 12 apôtres sont opérationnels sur les galets ». C'est plutôt le chiffre 12 qui nous a intrigués. Pour la signification apôtre, là on est toujours en train de chercher. Bon, on cherche tout ce qui est avec le chiffre 12. Il y a 12 piquets de clôture, il y avait 12 dalles devant la citerne à gaz, il y avait 12 dalles dans la verrière, tout ce qui a un rapport avec 12, de près ou de loin. Les 12 apôtres, une référence biblique qui pourrait étonner dans le chef de Deuty. Pourtant, depuis quelques années, cet homme est tombé dans un mysticisme débridé. Dans son carnet kilométrique où il note le moindre de ses déplacements, une destination se distingue, Metz. Tous les jours, il se rend à l'église Notre-Dame de Châtelet-Faubourg. Je le voyais tous les soirs à la messe, de 18h30. Et en plus, le mercredi, il venait à la méditation du chapelet qui avait lieu à 18h30. Moi, j'ai jamais connu mon père qui venait à la messe avec nous. Je ne sais même pas s'il est venu à nos petites communions. À notre grande communion, ça oui, il est venu. Mais j'ai jamais connu mon père rentrer dans une église. Il ne priait jamais à la maison, en signe de croix? Non, jamais. Apparemment, il avait pris la Sainte Vierge comme confidente. Parce que je l'ai retrouvé de nombreuses fois, agenouillé au banc de communion qui se trouvait à l'époque entre le public et le prêtre. Et à ce moment-là, il pleurait vraiment toutes les larmes de son corps et il murmurait « Pardon, pardon ». Voilà. Celui qui fabrique des pièges mortels est donc habité par une dévotion dévorante pour la Vierge. Et pas n'importe laquelle, celle de l'Apocalypse, la Vierge qui a vaincu le dragon serpent. Au chapitre 12 de l'Apocalypse de Saint Jean, on peut lire ceci. Un énorme dragon serpent rouge feu. En arrêt devant la femme, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Mais la femme parvient à fuir avec l'enfant. Alors furieux de dépit contre la femme, le serpent s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants. Et voilà qu'un récit biblique rejoint la réalité. Cette Vierge et ce dragon serpent obsèdent Deuty à un point tel qu'il les a installés dans la cour de sa maison. Dans la cour à l'arrière de la maison, il y avait une grande vierge, une voisine, une dame très catholique, nous avait expliqué que c'était la Vierge de l'Apocalypse. Et ce faisant, et suivant les éléments que nous avions recueillis dans l'enquête, Deuty avait dit que son 80e anniversaire serait l'Apocalypse. Et quand nous avons examiné la Vierge, à côté de cette Vierge, il y avait un tuyau de gaz qui sortait et il y avait un système électrique. Et à proximité, il y avait un tanker avec du gaz. Il restait encore quelques centaines de litres de gaz. Et nous avons fait le lien entre les deux. On peut dire que c'était le piège final, c'était l'Apocalypse, parce que vu la quantité de gaz restant et la proximité des maisons, là on aurait pu avoir de grosses pertes et un effet vraiment dévastateur. Au bout de 3 semaines de fouilles, les enquêteurs des mineurs vont neutraliser 19 pièges mortels. L'énigme des 12 apôtres demeure entière. Mais il s'agit sans doute du 20e piège, retrouvé sous forme de pièces détachées. Louis Deuty n'avait pas encore eu le temps de l'installer, pas plus d'ailleurs que le piège de l'Apocalypse. Finalement, aucun des enfants de Deuty ne perdra la vie. Il aura manqué toutes ses cibles, mais un de ses pièges ne l'a pas raté. En travaillant sur la pompe de la citerne d'eau au premier étage, Louis Deuty fait un faux mouvement et déclenche le piège. Le piège numéro 13. C'était un samedi, c'est arrivé un samedi, et dans l'après-midi,
J'ai entendu une détonation. Et ma fille se trouve à la maison et j'ai dit, tu as entendu? On aurait dit qu'on avait tiré un coup de feu. Cette sorte de justice immanente qui a fait que lui-même, qui prenait, je dirais, un soin scrupuleux à décrire à sa propre intention le mécanisme de ses plans, parce que c'était tout à fait complexe à interpréter, mais il s'est fait piéger par son propre piège. Il cherchait à nous tuer. J'ai dit, mais franchement, quel père c'était finalement? Allez, quelle est la personne qui ose faire ça si ce n'est qu'un démon, quoi? Au cours de toute ma carrière, je pense que c'est le cas majeur et je pense que mes collègues pensent de même. Et je suis surtout heureux d'avoir ramené tout le monde en un seul morceau. Ça, c'est ma première joie. Mais je pense qu'un cas pareil ne reviendra pas. Emmanuel Allard, bonsoir. De retour avec vous. C'est comme j'ai ressenti, c'est ça. C'est quelque chose là, de démoniaque. Pour ma part, c'est simple. Même à un moment donné, je me demandais si c'était pas un reptilien. Tellement que sa photo était horrible. Même ses photos de jeunesse. Par après, je voyais ses propres photos et non l'acteur. L'acteur, je veux pas mélanger le personnage qui joue le rôle, là. Vraiment par les photos. Il a un sourire démoniaque. Quand il est en photo, on dirait qu'il est possédé. Et c'est ça. Pourquoi que je dis qu'il est possédé? Parce que si ce serait une conscience reptilienne en tant que peuple reptilien, il n'irait pas à la messe. Voilà tout. Si ça serait un portail organique, j'ai pas l'impression qu'il aurait besoin aussi d'aller à la messe. Pour lui, ça serait normal, parce que c'est son droit. Il s'est fait voler, d'après lui. Bon. Alors, par analyse, moi, je m'amuse. Hein, avec cette vidéo-là, je me suis amusé un peu à analyser ce type en fin de soirée. C'est des choses que j'écoute parfois, comme vous pouvez constater, là. C'est une possession. Juste conclure avec vous. Moi, pour qu'est-ce que je peux conclure, c'est une possession. C'est vraiment une entité qui a matricielle, qui n'a pas d'amour. On le voit, là. C'est tout l'inverse de l'amour. Moi, j'ai dit une possession. C'est comme le diable incarné, un peu. Moi, je le vois à ce point. Et heureusement, c'est ça. Ceux qui combattent par l'épée périssent par l'épée. C'est ses propres lois. Il est mort par ses propres lois, qui ne sont pas les nôtres. Alors, je vous laisse là-dessus. J'ai pas grand-chose. Ce fut assez terrible par moments, ce témoignage des enfants. Et on voit aussi le côté pervers du monsieur. C'est vraiment une totalité globale qui fait que je ne peux pas m'attarder à ce genre de personnage. Et voilà. Je n'ai rien à rajouter à part que c'est bien la preuve que ils existent. Tous ces personnages négatifs.
Je vous laisse là-dessus, comme ce fut des actualités vraiment d'écoute de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Pour Je préfère, là, vous le voyez, là, c'est vraiment... c'est parce que parfois, moi, il faut que je l'entende, puis OK, il y a toujours... il n'y a pas de limite à leur... c'est ça, d'échéance. Fait que je fais OK, c'est vraiment nos preuves, tout simplement, que ces possessions existent. C'est vraiment juste, ça existe encore. On est entouré. On ne peut que se fier à nous pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Savoir qu'est-ce qu'il y en est en face de nous. Il ne faut que s'écouter à l'intérieur. On aura toutes les réponses. Ils sont souvent hypocrites. Hein? C'est pour ça que ces types-là, professionnellement, sont une chose et à la maison sont une autre chose. Et là là. Je vous dis à la prochaine, mes chers divins. Je préfère une émission régulière et d'ailleurs, je suis toujours à son écoute. C'est pour ça que je suis obligé de... c'est une actualité. J'ai écouté ça et je voulais le partager avec vous. Alors, des actualités, c'est le seul endroit qu'il est permis de faire cela. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.